On est tous ensemble dans la même salle? Alors j'appelle Arthur Burezi pour cette agriculture du vivant qui, inéluctablement, devra finir dans l'assiette. Mais merci Alain, et justement je crois que c'est ça qui est un peu magique à Marciac, c'est qu'on est tous réunis là, les consommateurs, les producteurs et les agriculteurs, et finalement des espaces comme ça, on peut tous discuter et se rencontrer, c'est assez rare et c'est assez magique, donc je vous remercie vraiment chaleureusement d'être tous là. Alors je vais d'abord vous poser une question, est-ce que vous savez finalement en France ce qui vient du système agro-industriel, de transport, de distribution dans nos assiettes? Finalement c'est combien de pourcentage, c'est quoi le pourcentage de ce système-là dans nos assiettes? Quelqu'un a une idée? 95%. Heureusement que tu es là, François. Voilà. Aujourd'hui, c'est 95% de ce qu'on mange, de ce que les Français mangent, qui n'est pas, on va dire, des circuits courts, des petites fermes, etc. Alors, moi, je suis extrêmement content qu'il y ait des, on va dire, néo-ruraux qui s'installent, qu'il y ait des paysans qui s'installent, mais on a un défi énorme. Et ma conviction, c'est que même si on arrive à avoir demain de plus en plus d'installations, des nouveaux agriculteurs, alors la tendance, ce n'est pas celle-là, mais en tout cas, je le souhaite, je pense qu'on va devoir faire avec ce système agro-industriel et que si on n'attaque pas ce problème-là, eh bien finalement, on ne s'attaque pas au bon problème. Voilà, ça, c'est la conviction que j'ai vraiment développée depuis quelques temps. Et du coup, on a monté une association pour finalement attaquer cette question des 95%, et parce que si c'est vraiment cette masse-là qu'on doit faire bouger. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'agriculture du vivant. On a monté une association et on est parti d'un constat dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui toutes les fermes, où ces 95%-là en tout cas, souvent perdent de l'argent. On a des problèmes de compaction, d'érosion, de battance, d'hydromorphie, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux. Et vous voyez bien, quand vous prenez le train en France, c'est ça que vous voyez. Mais on a quand même cherché, on s'est pas mal baladé, et on a aussi trouvé ça. Alors, c'est pas toujours visible, c'est ça le problème. À gauche, pour moi, c'est un exemple que j'aime bien, c'est l'agriculture de conservation. Parce qu'aujourd'hui, on a des gros, on a des petits, on a des en bio, on a des conventionnels. On a souvent des conventionnels, parce qu'en bio, c'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, ces agriculteurs-là, ils baignent dans le même silo que les autres, alors qu'ils ne font pas du tout le même travail. Et ça, c'est pas normal. Au centre du sarrasin, on nous dit qu'il faut diversifier les rotations sont trop courtes, il faut faire des cultures pour allonger les rotations. Ben oui, mais vous arrivez avec du sarrasin à la COP, c'est pas dit qu'elle vous le prenne. Donc il y a quand même pas mal de boulot pour qu'on puisse faire des nouvelles cultures, etc. Et c'est pas toujours aussi facile. Et à droite, des gens qui font des efforts formidables sur le stockage, et qui ne sont pas forcément reconnus non plus. Aujourd'hui, je peux stocker à la ferme, et derrière, c'est repassé par un grossiste qui retraite. Alors, on parle beaucoup d'herbicides, de glyphosate, etc. Moi, je vous dis, pour la santé des consommateurs, pour vous, vous devriez bien plus vous importer de cette question-là des traitements insecticides après récolte que des herbicides en pré-semis. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui ne sont jamais évoquées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça autour de la table et adresser les bonnes questions? Et tous ces gens qui font des efforts, comment est-ce qu'on les rend visibles et qu'on les amène dans votre assiette à vous, consommateurs? Aujourd'hui, quand on pose la question à tout le monde veut faire du bio-agroécologique. Et c'est normal, nous aussi. On veut produire beaucoup, qui protège l'environnement, sans pesticides. On veut tous faire ça. Alors il y a l'agriculture bio, que j'ai appelé bio classique un peu par provocation. Aujourd'hui, l'agriculteur bio, c'est 5% en gros des exploitations. Et moi, je considère que sur les 5%, il n'y en a que 1% qui fait vraiment du bio agroécologique. Mais c'est pas grave, on va tous y aller ensemble. Il y a 90% qui font de l'agriculture conventionnelle, et il y a 5% qui font un truc un petit peu entre les deux. On ne sait pas trop ce que c'est, ça s'appelle l'agroécologie. Et la question, c'est comment est-ce qu'on emmène tout le monde vers l'agriculture bio-agroécologique? Alors ça va prendre plus ou moins de temps, et les chemins ne sont pas les mêmes. Il y en a qui vont partir du bio, il y en a qui partent du conventionnel, il y en a qui partent de l'agroécologie. Nous, notre pari aujourd'hui, c'est de dire que c'est plus facile de réduire les pesticides une fois qu'on aura restauré la fertilité des sols que l'inverse. Mais c'est pas grave, chacun son chemin. Ceux qui ont d'abord supprimé les phytos, eh ben, ils iront vers la réduction du travail du sol. Chacun son chemin. Mais en tout cas, il faut tous qu'on y aille. Et de l'autre côté, là on a vu tous les efforts des agriculteurs, on a justement ce monde de l'agroalimentaire qui se pose des questions. Alors il se pose des questions parce qu'il voit bien que les consommateurs sont en train de changer,
Et finalement, c'est aussi sa survie à lui de s'adapter à cette demande-là. Aujourd'hui, il y a une spirale déflationniste du prix et de la qualité qui emmène tout le monde au fond du trou. La guerre des prix entre les enseignes, on comprend bien que ça ne peut pas durer. Il y a une vraie volonté d'aller amener sur les étals un produit de qualité qui est identifié pour pouvoir sortir justement de cette guerre du prix. Donc il s'agit de monter en qualité, à la fois santé, environnement, et en même temps sans faire exploser les prix. On est dans ces systèmes sous contrainte prix. Quand aujourd'hui vous prenez un repas en restauration hors domicile, c'est du centime près. Vous ne pouvez pas tout d'un coup mettre 25% sur le prix, c'est impossible. Donc comment, dans cette contrainte-là qui est très forte, je change la donne. Et il y a aussi une volonté de sortir de la spirale du zéro tout. Alors le zéro tout, c'est le zéro résidu. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui arrivent aujourd'hui. Et on se rend compte que ça part de la bonne intention, mais ce n'est pas forcément le bon chemin. Parce que, par exemple, si on fait du zéro résidu de pesticides, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Et surtout, peut-être que pour ne pas en avoir à la fin, eh ben, au début, j'ai mis peut-être les mauvais, et qu'au final, mon itinéraire technique n'a pas du tout protégé l'environnement, mais à la fin, j'ai un produit sans résidu de pesticides. Donc comment est-ce que j'ai quelque chose d'intégré qui prend en compte l'ensemble du cycle et qui est propre du début à la fin? C'est ça la vraie question. Donc pour ça, il faut sortir un peu des choses qui sont noires ou blancs. Il y a des pesticides, il n'y en a pas dans mon produit, c'est sur toute la chaîne qu'il faut travailler. Il faut sortir du est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio. Il y a des gens conventionnels qui font un super travail, des gens bio qui font un travail moins bon. Il faut sortir des dichotomies, il faut rentrer dans la complexité et accompagner les agriculteurs dans cette révolution. Donc, on essaye de faire émerger cette troisième voie de l'agriculture du vivant qui remet le sol au cœur du fonctionnement. Alors, comment on y va? C'est ça la vraie question. Alors tout d'abord, on n'y va pas tout seul. C'est comme les réseaux de champignons et de bactéries, et les bactéries dans le ver de terre et tout ça. Eh bien, la nature, elle fonctionne en rhizome. Et aujourd'hui, on s'est dit, si on y va tout seul, on est mort. Donc, on va agréger autour de nous, on va mettre tout le monde autour de la table. Si on ne met pas tout le monde autour de la table, si les gens ne se parlent pas, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait l'agro-industrie, il faut qu'il y ait l'agrochimie, il faut qu'il y ait les bio, il faut qu'il y ait tout le monde, qu'on apprenne à se comprendre pour qu'on parle de la même chose. Donc, dans cette association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant et qu'on a constituée, on a mis un certain nombre de gens. Aujourd'hui, on a un certain nombre de membres, des partenaires techniques, des groupes de l'aval. Voilà, c'est amené à grossir. Aujourd'hui, on a des premiers partenaires qui s'intéressent à ces questions-là et qui nous ont rejoints. Et on s'est donné 3 grandes missions tous ensemble, en se mettant autour de la table. On s'est dit comment est-ce qu'on fait la révolution agronomique dans les territoires. Et on s'est donné trois grands mots d'ordre. Le premier, c'est le développement agronomique. Le développement agronomique, c'est de dire, aujourd'hui, on manque de références techniques, on manque d'accompagnement, c'est tout ce que vous a présenté Baptiste. Comment est-ce que je mets en place tous les bons maillons de la chaîne pour qu'un agriculteur qui arrive dans la démarche, il puisse être accompagné? Aujourd'hui, on a 2 grands types d'agriculteurs qui vont rentrer dans la démarche agriculture du vivant. On a des pionniers. Alors eux, ça fait déjà 20 ans ou 10 ans qu'ils font ces techniques-là. Ils ont besoin, pas vraiment d'accompagnement, ils ont plutôt besoin de recherche en amont pour les aider sur des problèmes spécifiques, parce qu'il y a encore plein de questions qui posent et on découvre des choses tous les jours. Mais on a une deuxième catégorie d'agriculteurs qui va en fait représenter la grande majorité, qui est les gens qui démarrent. Eux, ils partent de rien. Comment est-ce qu'eux, on les accompagne pour arriver au niveau des pionniers? Et là, on comprend que ce n'est pas forcément facile, parce qu'on a des gens qui sont très moteurs, qu'on trouvait tout seuls, ils sont allés se renseigner sur Internet, et d'autres, si on ne leur ramène pas finalement des choses techniques un peu plus packagées, ben, ça va être compliqué de les tirer dans ces techniques innovantes. Donc c'est vraiment une thématique qui est centrale, et finalement, sans développement agronomique sur les territoires, on ne pourra pas demain avoir des produits dans votre assiette. Aujourd'hui, 3, 4, 5% des agriculteurs le font. Pour amener 95% de l'agriculture française à ça, il faut mettre vraiment des moyens, des ressources humaines sur de l'accompagnement humain dans les territoires. Et ça, ce n'est pas fait aujourd'hui. Donc, cette question de la sécurisation de la transition, elle est essentielle. Si aujourd'hui, vous arrivez à un distributeur et vous disiez on va faire des salades sur sol vivant,
mais comme techniquement on n'est pas très certain, peut-être que l'année prochaine tu en auras moins ou que la qualité elle va baisser, c'est pas possible. Il faut qu'on ait des tracés techniques qui soient assez clairs et assez garantis, comme aujourd'hui en bio. Aujourd'hui en bio on a des tracés techniques, on a des guides techniques, qui fait que l'agriculteur qui veut se convertir, c'est possible. Il a toute la référence qui est disponible. Il faut qu'on fasse la même chose, vraiment construire cette référence technique pour sécuriser le parcours de l'agriculteur. Une deuxième grande mission, une fois qu'on a les agriculteurs sur les territoires, les pionniers, ceux qui démarrent un peu plus bas, ceux qui mettront du temps, ceux qui vont être très rapides, peu importe, il faut structurer les filières. Aujourd'hui, on a une architecture très complexe. Comment est-ce qu'on la travaille au corps pour mettre les bons tuyaux en face des bons débouchés? Il faut que les agriculteurs qui fassent des efforts, ils soient reconnus économiquement dans l'assiette. Il n'y a que ça qui compte. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de changement. Alors, on a analysé un peu tous les labels qui existaient. Depuis 10 ans, il y en a beaucoup qui se mettent en place. Alors, vous en connaissez sûrement certains, d'autres que vous ne connaissez pas, parce qu'il y en a qui sont finalement sur le paquet et d'autres qui ne le sont pas. Et on s'aperçoit qu'il y a différentes thématiques qui sont traitées par les différents labels. Donc ça peut être sur la santé, sur la qualité du produit, sur l'environnement, sur le social, sur le bien-être animal, sur la traçabilité. Souvent, on a des thèmes qui reviennent et qu'on pourrait classer finalement en grandes catégories en fonction aussi de la sensibilité du consommateur final. Et on s'est posé cette question-là. C'est quoi l'impact réel de ces labels sur le changement de pratique? Alors, on pourrait les classer en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle l'efficience. L'efficience, c'est j'ai un produit, par exemple, qui pollue, et je vais le remplacer, je vais le substituer. Non, efficience, pardon. L'efficience, je vais améliorer mon produit, c'est-à-dire que peut-être que j'en mettais trop et je peux ajuster la dose au plus proche des besoins de la plante. Alors c'est par exemple tout ce qu'on fait par satellite ou par des choses comme ça. C'est-à-dire que je vais, avec le même produit, avec des outils de mesure, être au plus proche des besoins. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est la substitution. Donc je vais changer finalement un produit toxique par un moins toxique, mais je suis toujours dans la même logique. Et un troisième niveau, qui est vraiment la reconception. Il ne s'agit pas de faire mieux ou de faire pareil, mais avec autre chose, mais vraiment de changer complètement le système. Et donc, cette question-là, elle est vraiment importante. Quand vous achetez un produit avec un label, il faut vous poser cette question-là. Est-ce que ce label, c'est dans l'efficience, dans la substitution ou dans la reconception? C'est quoi derrière le modèle de développement technique qu'il y a? Est-ce que je valorise l'existant ou est-ce que j'accompagne le changement? Et finalement, est-ce que j'ai plutôt une approche thématique? Un coup la biodiversité, un coup l'eau, un coup les arbres, un coup le sol, un coup le social, un coup la traçabilité? Ou est-ce que j'arrive à apporter une approche globale qui traite de l'ensemble de ces thèmes d'une seule voix? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que peut-être que les sols vivants n'étaient toujours pas dans mon assiette, malgré tous ces labels. Alors, il y a des agriculteurs qui font des choses exceptionnelles dans ces labels. Ça, c'est indubitable. Par contre, ces labels ne garantissent pas des sols vivants dans votre assiette. Donc, c'est pour ça qu'on monte une marque, un label, on ne sait pas trop encore, c'est peut-être vous qui allez nous le dire, quelque chose qui peut-être pourrait demain amener cette thématique-là auprès du consommateur. Donc pour ça, on a construit des cahiers des charges. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est justement basé sur ces fameux indicateurs de résultats dont a parlé Antoine. On veut que les sols soient couverts, on veut que les sols stockent du carbone, on veut réduire les pesticides, on veut travailler sur toutes ces thématiques en même temps et que ça ne soit pas uniquement des indicateurs de moyens, mais des indicateurs de résultats. On veut arrêter d'embêter l'agriculteur avec des préconisations. Comment est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit semer? Non, il se débrouille. Nous, ce qu'on veut, c'est le résultat final. Est-ce que le sol fonctionne ou pas? Et à partir de ces cahiers des charges, on a construit les filières. On est en train de le faire. Il y a les premiers produits qui arrivent en magasin. Alors, on ne va pas lancer la marque tout de suite. Ça arrivera dans 1 an, peut-être dans 2 ans, on ne sait pas. Peut-être que ça peut aller plus vite. On est vraiment en phase de test. On voit comment ça réagit, comment les agriculteurs réagissent, comment est-ce que la construction du prix, qui est vraiment quelque chose d'essentiel, peut se faire entre des acheteurs qui n'ont pas du tout l'habitude de traiter ces thématiques-là et qui sont payés à la prime pour avoir gratté le plus d'euros sur les contrats. Comment est-ce qu'on amène ces thématiques-là? Comment est-ce qu'on amène des thématiques prix fixes sur des économies qui ne fonctionnent pas du tout comme ça? Donc ça, c'est vraiment important.
Et donc, on a un ensemble de processus organisés. C'est vraiment ça le rôle de l'association, c'est de faire facilitateur, fédérateur, audit, traitement des non-conformités, contractualisation et suivi des producteurs. C'est vraiment l'ensemble de ces actions qu'on va mettre en place sur le terrain pour finalement permettre à un produit d'arriver dans votre assiette de façon garantie pour que tout ce qu'on a dit ce matin puisse enfin se traduire dans un acte d'achat. Et finalement, je voudrais finir par ça. Il faut informer, il faut communiquer, il faut que le consommateur, il faut que vous soyez le moteur du changement. Sans vous, rien ne peut changer. C'est par votre carte bancaire que le monde changera. Merci.